homme que j'ai appris à connaître tout au long de nos entretiens. Abel, âgé de 36 ans, quoi qu'on en dise, force l'admiration par son travail, son courage et l'amour qu'il a pour son prochain. Pendant qu'Édith Piaf voyait la vie en rose, Abel, lui, n'en récoltait que les épines qui ont meurtri son âme si sensible et sa chair si fragile. Son existence a été jonchée de difficultés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en 1990, son père décide de retourner définitivement en Algérie et divorce de sa femme en 1993. Cette séparation va sonner même le glas de la déchirure viscérale de la famille Mara. C'est un coup dur pour Abel. Un coup dur parce qu'un père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père, c'est aussi celui qui donne l'amour. Comme le dirait Denis Laure. Alors sans père, ni repère, Abel est condamné à vivre avec une carence d'affection. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations se tendent dans la cellule familiale. En effet, divorcée, Madame Mara doit non seulement endosser son rôle de mère, mais aussi celui de père pour élever seule ses 5 enfants. Vous conviendrez avec moi que ce poids est trop lourd pour elle seule et n'y arrive pas. La violence s'installe et les brouilles familiales sont régulières. La famille Mara survit dans un HLM délabré, surpeuplé, dans lequel les occupants s'agglutinent les uns sur les autres pour sombrer dans les bras de Morphée. Dans ce quartier d'Izard, quartier populaire, terreau de la délinquance, plaque tournante du trafic de drogue, QG des voyous. Ce ne sont pas des clichés ou encore des formules caricaturales relayées par BFM TV. Mais ce sont les réalités de ce quartier. Et c'est dans cet environnement-là qu'est censé se développer Abel. Alors, naturellement, pour s'évader un tant soit peu de ce climat délétère, adolescent, Abel passait la majeure partie de son temps avec ses potes, à la chicha, à fumer, à boire de l'alcool ou encore à consommer des résines de cannabis. Tout comme son grand frère d'ailleurs, lui aussi qui est un ancien toxicomane et alcoolique. Il est vrai que mon client n'est pas un saint, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Il a récidivé plusieurs fois pour des faits de violence physique, notamment à l'égard de son grand frère, Gami. Néanmoins, Abel a fait le choix. Il a fait le choix de prendre son destin en main. Il a fait le choix de rompre avec cette enfance baignant dans la violence. Il a fait le choix de se lever, cette fois-ci par le travail. Comme il est admis dans la conception générale, il n'est pas trop tard pour bien faire. Après des mois d'abnégation et de travail acharné, Abel a réussi brillamment son CAP de peintre en bâtiment à l'âge de 18 ans. Malheureusement, sa vie bascule le 6 mars 2012, lorsque dans cette journée, son petit frère, Mad Mara, lui demande de l'accompagner pour boire un verre. Et en cours de route, Mad Mara décide seul de voler un 2 roues qui va lui permettre par la suite de perpétrer 7 assassinats à Toulouse et à Montauban. Par la suite, Mad Mara trouve la mort à l'issue de l'assaut du raid. Dans cette affaire, seul Mad Mara est responsable, est coupable de cette tuerie. Mais aujourd'hui, on vient faire un procès à son frère. Permettez-moi de vous démontrer que les chefs d'accusation à l'encontre de mon client ne peuvent être retenus. Il est dans un premier temps accusé de complicité d'assassinat. En droit pénal, l'article 221-3 du Code pénal définit l'assassinat comme un meurtre commis avec préméditation. C'est une infraction grave pour laquelle l'assassin doit avoir le dessein mûri et réfléchi de tuer la victime avant d'accomplir son acte. L'article 121-7 du même code définit le complice comme étant la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Et également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. En l'espèce, la culpabilité de Mad Mara est incontestable. Il était le seul à tuer en 2012 et le seul à perpétrer ses actes. Mais en ce qui concerne Abel, qu'est-ce qui prouve qu'il a aidé matériellement son frère? Quels sont les éléments factuels qui permettent de caractériser une quelconque assistance de mon client dans la réalisation de ces meurtres? Abel a-t-il approvisionné son frère en armes, en munitions? Lui a-t-il donné des instructions? Les éléments de l'enquête ne révèlent aucune aide matérielle, ni aucun acte manifestant l'implication de près ou de loin d'Abel dans ces assassinats.
Effectivement, il était présent lors de la commission du vol du scooter. Mon client ne lit pas les faits. Mais avait-il connaissance des projets mortifères de son frère? Comment pouvait-il savoir que son propre frère, avec qui il jouait au foot, avec qui il partageait la même chambre, avec qui il mangeait le couscous de Oumi au Ramadan, comment pouvait-il savoir que son frère aurait pu être capable de mettre toute la France en deuil? Non, Madame la Présidente. Abel n'était pas informé des intentions de son frère. S'il l'avait su, il se serait farouchement opposé à ces assassinats. Au cours du premier interrogatoire, il a affirmé qu'en tant que musulman, ce vol de scooter a été un moment très désagréable pour lui. N'est-ce pas là une preuve de piété? Au demeurant, hier à la barre, se tenait devant vous le patron du raid qui a abattu Man Mara. Il a témoigné en faveur d'Abel. Il disait, je cite, « Il n'a jamais été question de complicité, cela n'a jamais été évoqué. » Abel est accusé aussi d'association malfaiteur, suspecté d'avoir sciemment et idéologiquement aidé son frère à commettre cette tuerie. L'article 450-1 du Code pénal dispose dans son alinéa premier constitue une association de malfaiteurs, tout groupement ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de un ou plusieurs crimes ou de un ou plusieurs délits, punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il s'agit d'une infraction qui fait partie des crimes et délits contre la nation et l'ordre public. En l'espèce, cette affaire n'est qu'une juxtaposition d'accusations sans démonstration. La potentielle collusion entre les deux frères n'est même pas établie. Ce qui est intéressant, c'est que mon client est suspecté d'avoir aidé idéologiquement, avoir été le mentor idéologique de son frère. Entendez par là un fondamentaliste islamiste, prêcheur de haine, un djihadiste. L'islamiste radical, lorsqu'il diffuse son idéologie, lorsqu'il tue, lorsqu'il égorge, lorsqu'il éventre, il n'a pas de remords. Il est prêt psychologiquement à sacrifier sa vie pour la cause qu'il sert. Permettez-moi de vous rappeler que lors du deuxième interrogatoire, les enquêteurs ont constaté qu'Abel avait du mal à mettre les mots sur les actes de son frère. Il a attesté qu'il n'y a aucune différence entre les religions, les croyants provenant tous du monothéisme. Mon client a regardé ses interrogateurs droit dans les yeux, la main sur le cœur et leur a dit « Je condamne les actes de mon frère et je m'en excuse. » Alors dites-moi, quel mentor idéologique s'excuse des actes commis par son élève a posteriori? Quel djihadiste appelle à la tolérance religieuse? Où sont les islamistes radicaux qui véhiculent des idées pacifistes? Vous me rétorquerez sans doute qu'il a fait l'apologie de Ben Laden lors des attentats du 11 septembre. Cependant, c'était il y a 17 ans. Il n'avait que 19 ans à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le même. Il n'entretient aucun lien avec Daesh, encore moins Al-Qaïda ou Al-Nosra. Ben Laden, mon client, il ne l'a jamais vu, hormis à la télévision. Et le fait de dire « vive Ben Laden » est insuffisant en soi pour qualifier une quelconque apologie au djihadisme. Plusieurs personnes aujourd'hui, on le voit, des groupuscules, des mouvements ultranationalistes qui font l'apologie de la supériorité des races, encore la pureté des races excluant d'autres. Sont-ils pour autant condamnés pour les actes qu'a commis Hitler? À 19 ans, Abel était fragile psychologiquement. Durant son enfance, il a manqué de modèle. Il fallait qu'il s'identifie à quelqu'un. L'environnement familial n'était que violence. Selon son grand frère, la fratrie a vécu dans une famille qui cultivait la haine envers les Juifs. Abel n'avait que 11 ans lorsqu'on lui a appris que les Juifs constituaient le mal absolu. C'est un enfant mal aimé, abandonné, délaissé. Son père, en l'abandonnant pour le bled, n'a pas satisfait ses obligations d'éducation et d'entretien à l'égard de son fils, conformément à l'article 371-1 du Code civil. Son éducation, Abel a dû la faire lui-même. Pour son entretien, il enchaînait les petits boulots à l'âge de 11 ans. En droit pénal, il existe un principe fort, celui de la personnalité des peines. Autrement dit, un individu ne peut pas être condamné pour les actes qu'il n'a pas commis. Je suis assez surpris que l'avocat général demande la prison à perpétuité, car l'article 321-1 du Code pénal punit l'assassinat d'une prison à perpétuité. Dans cette affaire, Man Mara étant le seul responsable de la tuerie de 2012, c'est à lui qu'aurait dû être appliquée cette peine. Mais comme il est mort, il faut trouver un coupable vivant, n'est-ce pas, pour rendre justice aux victimes. Je peux bien concevoir le droit des familles de pleurer leur mort.
et d'exprimer leur chagrin. Mais je ne puis concevoir la substitution d'accusés pour cause de mort. Le but de ce procès n'est pas de trouver le véritable coupable, mais d'acheter la paix sociale, contenir les larmes des familles endeuillées, satisfaire l'opinion publique. L'opinion publique, chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche. C'est elle qui, au pied du Golgotha, tendait les clous au bourreau. C'est elle qui applaudissait au massacre de septembre et un siècle plus tard, crevait du bout de son ombre les yeux des communards, disait Vincent de Moreau-Guiaferi. N'est-ce pas l'opinion publique qui acclamait le Christ lorsqu'il donnait la vue aux aveugles, lorsqu'il guérissait les malades? N'est-ce pas la même opinion publique qui cria à l'endroit du Christ « Crucifiez-le, crucifiez-le » Aujourd'hui, Abel est taxé de toutes parts de terroriste, alors qu'en réalité, c'est lui le terrorisé. Chaque jour, il reçoit un déluge de menaces de mort, une kyrielle de mise en garde, un florilège d'injures. Chaque jour, les médias, tels des chiens aux abois, ternissent son blason. Chaque jour, il est lynché sur les réseaux sociaux. Il doit faire face, vaille que vaille, à une coalition de haineux. Il ressent un mélange de honte en tant qu'accusé, de tristesse pour avoir perdu son frère et de regret pour avoir été ignare. Le seul crime qu'il a commis est d'avoir été le frère de Mad, de porter le nom Marat, d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, vous avez prêté serment de servir la justice et non l'opinion publique qui a déjà condamné Abel. Vous allez devoir apprécier dans cette affaire la matérialité des faits que nous autres juristes appelons les éléments constitutifs de l'infraction. Lorsqu'une condamnation pénale ne peut s'appuyer sur une intime conviction acquise par la juridiction à l'issue des débats, le doute profite au mis en cause. Mon client n'est guère complice d'assassinat, encore moins d'association malfaiteurs, aucune preuve n'étant rapportée. Ainsi, Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, je vous le demande de l'acquitter au bénéfice du doute. Merci. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs, si la question de l'existence d'une défense pour mon client a pu se poser pour quelques-uns d'entre vous, elle n'a même pas fait l'objet d'une seule interrogation de ma part. Parce que défendre Abel Marat, c'est protéger chacun d'entre nous d'une justice sans nuance. Parce que défendre Abel Marat, c'est confirmer que la présomption d'innocence existe. Mais surtout parce que défendre Abel Marat, c'est prouver que le terrorisme n'a pas gagné. C'est offrir à la justice la possibilité de se différencier de ceux qu'elle combat. Avant de revenir sur les accusations portées à l'encontre de mon client, et compte tenu de la nature du dossier, laissez-moi retracer la vie de celui qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Abel Marat, je vous le concède, n'est pas et n'a jamais été un enfant de cœur. C'est un délinquant de droit commun, toujours dans les mauvais coups, mauvais endroits, mauvais moments. Et on ne peut pas dire qu'il a eu une vie facile. Le départ d'un père alors qu'il n'est âgé que de 11 ans, l'impuissance de sa mère à éduquer ses enfants, le divorce de ses parents, les mauvaises fréquentations du quartier. Résultat, le jeune homme est complètement désorienté, laissé sans repère face à cette structure familiale défaillante, empreinte de violence comme nous l'ont rapporté les services sociaux. Alors, pour oublier, et peut-être par fatalisme, il sombre très jeune dans la petite délinquance, sort beaucoup, consomme drogue et alcool à outrance. Sans doute par répétition du schéma familial, qu'il a toujours exclusivement connu, il peut parfois se montrer violent, ce qui lui vaudra d'ailleurs plusieurs condamnations. Côté religion, Abel est pratiquant musulman depuis sa naissance. Jugez-en de vous-même, mais on ne peut pas dire qu'il soit un fidèle exemplaire. Car lui-même le dit, il a manqué de modèle durant son enfance, ce qui l'a conduit à tous ses excès. Il va où le vent le mène, n'agit pas par réelle conviction, et vous remarquerez qu'aucun de ses actes n'a jamais été revendiqué comme servant un quelconque fanatisme. Non, voyez-vous, il n'est autre qu'un jeune homme paumé, livré à lui-même depuis sa plus tendre enfance, influencé par un entourage malveillant.
Bref, vous l'avez compris, au sortir de cette enfance malheureuse, Mara vole, Mara bat, Mara boit, et enfin, Mara bout. Et en plus, Mara a une barbe. Alors là, on touche du doigt le fantasme du parfait coupable, quoi. Si cette image vous offusque, elle n'est autre que le reflet de la stigmatisation dont mon client fait l'objet, à laquelle son patronyme, sa religion, sa famille, mais aussi son passé ne sont pas étrangers. C'est d'ailleurs pour donner tort à tous ces médisants, pour se sortir de cette condition et défier les lois du déterminisme social qui s'insère dans le monde professionnel. Lui qui l'avait si tôt quitté, retourne courageusement sur les bancs du lycée. Et, me direz-vous, quoi de mieux qu'un CAP pour changer de cap? C'était sa carte chance, celle qui le libérerait des travers de la récidive et lui éviterait un nouveau passage à la case prison. N'est-ce pas là la preuve d'une forme de résilience, d'une volonté d'intégration? Abel disposait de plusieurs surnoms dans son quartier. Son goût pour le whisky lui avait valu celui de Jack, témoignant d'un certain penchant, je vous le concède, pour une hygiène de vie peu recommandable. Mais un jour, Jack a dit « Vive Ben Laden !» et le surnom de Ben Ben est resté. Voici donc ce sur quoi l'accusation appuie son argumentation. Sur 3 malheureux mots prononcés une unique fois, alors que mon client n'était âgé que 19 ans. Savez-vous quel âge il a aujourd'hui? Il a 36 ans. Alors se servir de cette erreur de jeunesse pour affirmer que mon client adhérait aux idées radicalisées de son frère serait aussi abracadabrantesque que d'attaquer François Hollande parce que les flambis de la cantine sont trop sucrés. Alors me direz-vous que je fais abstraction du récit de son frère, Gami, qui évoque une dispute au cours de laquelle Abel l'aurait poignardé au motif de son antisémitisme. Mais comment prendre en compte un témoignage d'une telle fragilité? Abel n'a de bruit qu'avec un seul membre de sa famille, le même qui l'accuse d'antisémitisme. N'est-ce pas un peu gros? D'ailleurs, Gami lui-même s'est discrédité quand il a changé plusieurs fois de version dans ses déclarations. Mais voyez-vous, on ne peut même pas lui reprocher l'imprécision de sa mémoire lorsque l'on sait que ses dires portent sur une période sombre de sa vie, alors en plein dans la toxicomanie. Car si l'agression qu'il décrit a réellement existé, pourquoi est-il le seul à en parler? Pourquoi n'en a-t-il pas averti les autorités? Pourquoi le dossier ne mentionne-t-il aucune preuve médicale du coup de poignard prétexté? Tout simplement parce que cet épisode n'est qu'affabulation, j'oserais même gaminerie de sa part, pour remettre la faute sur Abel et qui sait, peut-être pour éloigner les enquêteurs de sa personne. Parce que celui qui a dit à sa mère qu'elle pouvait être fière de Mad après les assassinats, ça n'est pas mon client, mais bel et bien l'unique témoin à charge de ce procès. Le second témoignage, celui de la sœur d'Abel, Maïcha, nous offre en effet une toute autre perspective et démontre l'intelligence d'adaptation dont Abel sait faire preuve pour cohabiter avec une culture qui visiblement n'est pas la sienne. Pour ne pas recevoir de remarques quant à sa religion, il a convenu de ne pas critiquer son mode de vie. Certains y verraient une exception. J'y vois le gage d'une volonté d'outrepasser les barrières invisibles de la société. J'y vois timide, certes, mais une envie de s'intégrer. Venons-en maintenant aux faits. Il est reproché à mon client 2 chefs d'accusation. La complicité d'assassinat ainsi que l'association de malfaiteurs. L'article 121-7 du Code pénal dispose qu'est complice la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation d'un crime ou délit. L'article 450 du même code prévoit quant à lui que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes. En clair, l'accusation fonde son argumentation sur la participation d'Abel Mara à la préparation de ces crimes par son frère, Mad Mara, à savoir l'assassinat de 7 personnes à Toulouse et Montauban. Mon client est soupçonné d'avoir sciemment aidé son frère, matériellement et idéologiquement. J'analyserai donc ces 2 points successivement. Tout d'abord, l'élément matériel. Oui, Abel Mara était présent dans cette voiture ce 6 mars 2012, quand son frère a décidé de voler ce scooter. Lorsqu'il évoque cet épisode, mon client déclare d'ailleurs spontanément
que la commission de ce délit l'a profondément dérangé, et pendant et après. Cet élément nous impose 2 déductions. Déjà, qu'Abel avait la réelle volonté de se remettre sur le droit chemin, mais surtout qu'il n'avait pas la connaissance du dessein de son frère. Car la stratégie de l'accusation sur ce point est tout bonnement de prendre mon client en otage en lui opposant sa présence lors du vol pour démontrer sa participation à la préparation des assassinats. Sauf que jamais il n'a demandé à se retrouver à cet endroit-là, à ce moment précis. Non seulement Abel Marat n'a pas agi en connaissance de cause, mais surtout, sa présence n'était en aucun cas indispensable au vol. Il n'a ni aidé son frère à repérer, ni à déplacer, ni même à dissimuler ce scooter. Son absence n'aurait en rien changé le cours des choses. Par la suite, Abel n'a d'ailleurs aucunement été informé ou ne s'est intéressé au devenir du véhicule. Il lui était donc impossible de deviner ou de comprendre à quoi il servirait quelques jours plus tard. D'ailleurs, le dossier ne mentionne aucun texto, aucun coup de téléphone, aucun échange allant de ce sens. Autrement dit, il n'existe aucune preuve. Aucune preuve de l'existence d'une entente préalable entre Abel et Mad. Encore moins pour le vol, ni concernant le vol, encore moins pour la préparation des assassinats. Pensez-vous vraiment qu'un homme comme Mad soit loquace quant à ses funestes intentions ? À ce stade de la radicalisation, les hommes de son rang n'ont ni famille ni patrie. La seule loi à laquelle ils obéissent est celle de leur gourou. Alors on le comprend, de peur de faire échouer son plan, Mad n'en a sûrement parlé à personne, encore moins à son frère, précisément car il savait que celui-ci n'adhérait pas avec cette philosophie. Cet épisode, ce vol auquel mon client n'a même pas participé, est l'unique élément matériel avancé par l'accusation pour prouver son concours à la préparation des assassinats. C'est l'unique élément matériel parce que c'est la seule ambiguïté d'un dossier déjà peu rempli. Il semblerait à cet égard que l'avocat général ait oublié que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et je ne vous parle même pas de la disproportion de la peine requise avec les éléments tangibles du dossier. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que la complicité fraternelle a paru tellement insignifiante aux yeux des enquêteurs aguerris que mon client n'a même pas fait